Ça me regarde. Exactement à ce moment-là, il y a Gaël qui nous rejoint. Gaël, Bonjour salut Gaël. Gaël. Bonjour, je suis désolée pour mon retard. T'inquiète pas, tu n'es pas si en retard que ça. Est-ce que tu peux vraiment en 1 minute te présenter parce qu'il y a des nouvelles et tout ça, et en fait on a fait la présentation de tout le monde, mais après on va débuter, juste voilà, dire un peu qui tu es, ce que tu fais. Gaëlle, 50 ans, bientôt 51, toutes mes dents sauf les dents de sagesse, deux enfants, RH qui est tombé dedans et qui ne voudra jamais en sortir. Voilà. Et Merveilleux. un ADN très multiculturel, Et comme vous le est-ce que voyez. et et Gaël, t'es dans la commu depuis combien de temps toi maintenant? Ça fait un petit moment là. Oh, vous- Ah. Elle t'a ça bugué. date de fin janvier, je crois. Donc, Ouais, bah après la communauté ah, elle existe j'ai depuis pas bugué. si longtemps que ça, hein. Ouais, t'as bugué, mais oui, donc fin janvier. Ok. Voilà, Ouais, voilà, pas plus. super. Mais j'ai l'impression que t'es là Mais depuis. très présente. Ouais, j'ai Mais l'impression. voilà. Mm, ouais. Ah, mais ça bug, hein, Gaël, on te perd, hein. Ça va revenir, je pense. Bon, du coup, Jean-Christophe, je te laisse la main. Je Yes. suis en recherche d'emploi, donc voilà. Ah, Je vais arrêter ma vidéo. Merci, Gaël. Voilà, hein, j'arrête ma vidéo, ce sera mieux. Voilà, je me suis présentée rapidement. Je voulais faire plus rapide, mais Sophie m'a pas laissé faire. Sophie, C'est la faute des franchement, autres. exagère. Ah ben toujours, toujours. Toujours Gaëlle. Allez, Jean-Christophe, à toi. Ça marche. Eh bien, écoutez, mesdames, bonjour. Ravi d'être avec vous pour cette petite heure et quart ensemble. Sophie, gratitude, parce que c'est un vrai plaisir de pouvoir aussi intervenir auprès de ta communauté. Avec Sophie, on s'est rencontrés l'année dernière virtuellement en travaillant sur les profils LinkedIn, justement, dans le bootcamp du fameux Thibault Louis. Et voilà, puis on a accroché, sympathisé, etc. Et donc ravi de pouvoir être là, d'autant plus que, et c'est ce que je disais ce matin à Sophie, Sophie pour moi représente à merveille ce que c'est qu'être sainement égoïste, en prenant ses choix pour elle, en faisant ses choix pour elle, et en se remettant au centre bah, de sa vie et après pouvoir organiser le reste. J'aime bien l'analogie de l'égoïsme du soleil. En fait, c'est pour moi la même chose qu'un soleil. Le soleil, il brille pour lui parce qu'il a besoin de briller. Et c'est en brillant qu'il réchauffe autour de lui et que du coup, ça fonctionne. Euh, Comment est-ce que j'en suis arrivé là? Parce que j'ai bien conscience que quand je parle d'égoïsme sain ou d'égoïsme, souvent il y a quelque chose qui peut crisper en mode quoi? Mais non, mais on peut pas nous demander d'être égoïste, c'est pas possible. De manière générale, c'est la réaction. A fortiori auprès des RH où on a quand même souvent tendance à se considérer comme étant la xème roue du carrosse et c'est d'abord les autres, d'abord les autres, d'abord les autres et puis moi ensuite, si tant est que ça arrive pour moi. Alors comment j'en suis arrivé là moi? Euh, 19 mars 2017, non, pardon, 14 mars 2017, donc ça a été l'anniversaire il y a la semaine dernière. Je me suis pris pour la énième fois un mur, mais ce coup-ci, il était d'une violence inouïe, puisque à l'époque, je suis dirigeant d'un département dans un cabinet de formation sur du leadership et du management. Et je rentre en entretien. L'objectif de l'entretien à ce moment-là était que je présente ma stratégie de développement auprès de mon boss pour les 5 ans à venir. Et l'entretien commence de la manière suivante. Il me dit, JC, avant de commencer, il faut que je te dise, et j'en ai déjà parlé à la RH, donc là j'ai tous les voyants qui s'allument et je vois Maud effectivement. Il me dit, faut que tu saches que j'ai fait une enquête interne sur toi qui montre que tu es creux, tu es fake et tu n'es pas crédible. Wow. Voilà. Grand Donc moment aujourd'hui, d'empathie. oui, voilà, une empathie extraordinaire. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est un exemple que j'utilise souvent quand je travaille sur le feedback, où je donne des exemples de feedback ou pas feedback, et celui-là, bah, pas feedback du tout.
Donc voilà, donc violence inouïe, j'ai vraiment le sentiment à ce moment-là de me faire écraser par un autobus émotionnel. Je range mes affaires en lui disant que bah, manifestement, on n'est pas là pour que je lui présente ma stratégie. Je demande à prendre 5 minutes, 5 minutes que je passe dans les toilettes à pleurer parce que c'était complètement inattendu en plus. Je me mets de l'eau fraîche sur le visage et puis j'y retourne parce que voilà, je veux faire face à la situation et puis sortir ensuite la tête haute. Et 1 heure après, donc je sors à Paris, rue de Châteaudun, je suis en larmes. Je m'effondre vraiment, littéralement, par terre, je m'assois contre un mur. Et tout haut, je me pose la question, mais pourquoi? Pourquoi ça m'arrive? Comment j'en suis arrivé là, moi qui ai toujours tout fait pour les autres, comme on m'a demandé de le faire? Et Mhm. là, j'ai un moment où, 3 secondes, je m'arrête et je me dis, putain, mais j'y sais, la réponse est dans la question. Et donc, assez vite, je me suis remis en question justement et j'ai commencé à réfléchir à différents éléments et surtout prendre conscience que le seul point commun de toutes les situations professionnelles que j'avais pu vivre, quelles qu'elles soient, c'était moi. Donc, à un moment donné, quand il y a un certain nombre de choses qui se répètent, contrairement à ce que tu disais, Gaël, c'est pas forcément que et tout le temps de la responsabilité de la faute des autres. C'est à un moment donné de se dire, tiens, quelle est moi ma part et qu'est-ce que je véhicule qui fait qu'à un moment donné, ça se passe comme ça, ou il y a des choses comme ça qui se produisent, voire se reproduisent. Et donc, assez vulgairement, enfin, au-delà de ma remise en question, aujourd'hui, je le reformule en étant vraiment convaincu que je suis responsable finalement de ce qui m'arrive et si je ne suis pas forcément toujours responsable de ce qui m'arrive, en tout cas, je suis à 100% responsable de la manière dont je réagis face à ce qui m'arrive. Et donc, de manière plus familière, je dis souvent, si je ne suis pas responsable de la gueule que j'ai, je suis responsable de la gueule que je fais. Et mine de rien, en étant responsable de la gueule que je fais, ça me rend quand même responsable de la gueule que j'ai. Donc, finalement, c'est créer cette notion-là. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé, donc dans le travail sur moi, que depuis tout petit, j'avais été petit à petit enfermé dans une cage qui finalement me plaisait plutôt bien, avec les croyances qu'on m'a données, les limites qu'il y a eu, etc. Et c'est là qu'a émergé cette image du hamster qui court dans sa roue, qui s'étouffe dans sa roue, qui court dans sa cage et qui petit à petit fait tout pour les autres, mais à un moment donné s'oublie soi. Et à force de s'oublier soi, au bout d'un moment, c'est pas, enfin, on arrive nulle part, ou en tout cas, on s'épuise. Et c'est là qu'est née à la fois mon image du hamster qui court dans sa roue, et puis surtout cette notion d'égoïstologie, où vraiment je l'ai vécu dans ma chair, de me dire, mais attends, mon gars, à un moment donné, c'est pas les autres d'abord, les autres d'abord, les autres d'abord, les autres d'abord, et toi ensuite. C'est toi d'abord. Du coup, qu'est-ce que tu fais comme choix, comme décision pour comprendre comment tu fonctionnes? Qu'est-ce que tu décides pour toi en assumant la conséquence autour de toi? Et donc, comment est-ce que tu craques ça? Et en le verbalisant comme ça, le craquer, justement, est arrivé de mon approche et méthodologie de comment est-ce que je craque les codes de ma cage, de la manière dont je travaille. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais, c'est ce que je fais pour moi, bien sûr. Et c'est ce que je fais en accompagnement les personnes avec qui je bosse. Donc en général, euh, en direction vraiment à travailler en coaching et ou en formation autour de cette notion de craquer les codes. Qu'est-ce que ça veut dire? Et donc voilà ce qui m'amène aujourd'hui. Et l'idée, c'est aussi de challenger souvent sur cette notion d'égoïsme. Quand on me dit, ouais, mais j'y sais, tu peux pas, etc. En fait, juste pour moi, c'est un point d'être réaliste. Enfin, je pense, mesdames, on a tous déjà suivi des formations, salut le chat, des formations enfin, que ce soit développement personnel, en management, en leadership, en gestion du temps, etc. Et quand on regarde objectivement, il y a des thématiques qui reviennent tout le temps, que sont savoir dire non, poser des limites, l'assertivité, prendre soin de soi, etc., etc. Ça, enfin, si dans les mots derrière, ça veut pas dire apprends à être égoïste, objectivement, je ne sais pas ce que ça veut dire. Le seul truc dans le constat, c'est qu'aujourd'hui, ce que j'ai fait à la fois pour moi et ce que je fais en observation de d'autres, c'est quand on est dans le mur, on nous dit, il fallait le dire, il fallait le faire, il fallait prendre du temps pour toi. Bah non, arrêtons d'être dans le mur, commençons à prendre du temps pour soi, véritablement. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Et ce que je vous propose, c'est qu'aujourd'hui, on puisse réfléchir ensemble, parce que vraiment l'idée, c'était de pouvoir le réfléchir, vous présenter un outil que j'ai développé,
Mais au-delà de le présenter, c'est qu'ensemble, on puisse aussi le réfléchir et se faire du partage de bonnes pratiques par rapport à ça, que ce soit par rapport à nos jobs si on est titulaire ou par rapport à la recherche d'emploi, parce qu'une recherche d'emploi, c'est un vrai job, de se dire, tiens, comment est-ce que je réussis aussi à décider, à bien peaufiner et tout. Ça, ça me semble important. Et dernière chose par rapport à ça, sur la notion des RH, j'ai un attachement tout particulier sur les ressources humaines, parce que avant de faire ce que je fais aujourd'hui, j'ai travaillé dans le recrutement. Et quand je suis rentré en cabinet de recrutement, j'étais aussi très sensibilisé. C'était la partie, dans le RH, c'était la partie H qui m'intéressait. Et très vite, je me suis rendu compte, c'est ce que tu disais, Alessandra, que c'est la partie R finalement qui est la plus mise en avant. Et donc voilà, j'ai eu quelques torsions aussi par rapport à ça. Et en même temps, quand j'ai commencé à faire de la formation, en 2012, j'ai développé un programme de formation qui était spécifiquement à l'intention des RH, parce qu'à l'époque, on passait du RH au HRBP, le fameux business partner. Et donc, j'avais travaillé à développer tout un programme justement sur la posture de qu'est-ce que ça veut dire être assertif, qu'est-ce que ça veut dire être véritablement HR BP. Et donc, c'était aller s'exposer aussi et confronter les opérationnels. Et là aussi, où l'angle, c'était de dire, camarades RH, si vous voulez qu'on arrête de vous prendre pour la cinquième roue du carrosse, il va falloir se comporter comme étant la première roue du carrosse. Parce que là aussi, ça vient pas de la responsabilité des autres, c'est comment est-ce que soit on va véritablement, non pas être tout le temps au service d'eux, mais comment on impose aussi les choses. Ok, donc voilà rapidement pour me présenter. Et ce que je vous propose pour rentrer dans le vif du sujet, c'est d'y aller avec rapidement un élément de neurosciences et pourquoi potentiellement quand on parle d'égoïsme, on se dit ah ça bloque, j'ai pas envie, truc machin. Et je vous propose un jeu c'est un jeu et un test de rapidité. D'accord? Euh, pour ce test de rapidité, comment est-ce que je vais le faire? Ouais, je vais demander à Patricia. Patricia, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous donner le plus vite possible les jours de la semaine? Tu es sur mute, Patricia. J'ai vu que c'était rapide avec les lèvres qu'on bougeait très vite. Lundi, pardon, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Top, encore plus vite. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Oula. Ok, top, encore plus vite. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ok, excellent. Toutes les autres, allumez vos micros parce qu'on ne sait jamais sur qui ça va tomber. Hop. Émilie, si tu peux plus vite que ça en conservant l'articulation, les jours de la semaine, le plus vite possible. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Encore plus vite. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Encore plus vite. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Gaël, Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. encore plus vite. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Alors, Moi, je vais me marrer, ça sera tu toujours te une compliques en catastrophe. rigolant, ça me va bien, mais tu peux y aller. Alors, en rigolant uniquement, Gaël, vite en rigolant. Oh, voilà, lundi à dimanche. Ok, pas mal. Euh, LMM, JV et CSD. Hein. J'aime bien l'idée de le faire. Bah, du coup, je vais rebondir là-dessus. Et Maude, je vais te demander, s'il te plaît, d'aller également le plus vite possible, si tu peux, à la vitesse d'Émilie, de nous dire les jours de la semaine par ordre alphabétique. C'est plus cool. Euh, lundi, mercredi. Quand j'ai dit vite, hein? Ah ouais, non, mais attends, c'est pas cool. Euh, jeudi, ouais, samedi, dimanche. Dimanche, Ouais. Non? jeudi. Ouais. euh, mais non, mais moi, sans l'écrire, je peux pas faire ça, en fait. Ok, vachement intéressant. Anne-Alexandra, vas-y. Elle a disparu. Elle est là. Non, mais pourquoi le faire? Ah bah, parce que j'adore la résistance, parce que je te demande, jouons les jours de la semaine par ordre alphabétique, s'il te plaît. Alors, dimanche, lundi, Non? Jeudi. Ok. dimanche, jeudi. Alors, allez-y. Qui est en train de le noter? Je vois que Maud est en train de le noter, Alessandra est en train de le noter. Dimanche, Sophie, tu les as? jeudi. Sophie, tu Moi, les j'ai as? noté. Sophie, tu participes? Lundi, mardi, mercredi, vendredi. Samedi. Non, samedi, vendredi. Non, samedi, vendredi. Ouais. Donc, ça ferait dimanche, jeudi, lundi, mardi, mercredi, samedi, vendredi. Ok, sur le faire comme ça. Bref, ici, qu'est-ce qui se passe? Très rapidement. Euh, quand je demande à Patricia au départ de me donner les jours de la semaine le plus vite possible, vous remarquez que j'ai même pas besoin de lui demander de commencer par lundi parce que automatiquement,
pam, 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 on y va, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et on y va, on y va, on y va. Peut-être qu'on aurait été dans une autre culture, peut-être qu'on aurait été avec une autre religion, etc., en fonction des uns des autres. On aurait peut-être pu commencer par vendredi ou par samedi en fonction de l'environnement, voire par dimanche et tout. L'idée, en fait, ici, ça illustre quoi? Ça illustre très rapidement, d'un point de vue neurosciences, les deux vitesses de la pensée. C'est que il y a la notion de ce qu'on appelle le cerveau automatique. Le cerveau automatique permet à Patricia et d'ailleurs à chacune d'entre nous de tout de suite savoir lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, je l'ai appris comme ça, je le connais, je le maîtrise et tout. Donc ça fonctionne super bien quand il n'y a pas de stress. Et heureusement que c'est là, parce que ça veut dire qu'on n'a pas à réapprendre tous les jours ce qu'on a déjà appris la veille. Vous conviendrez que ce serait quand même relativement chiant. D'ailleurs, parmi nous, s'il y en a qui ont le permis de conduire, le cerveau automatique a ce site génial que parfois, et j'imagine que ça nous est à chacune arrivé, on rentre chez soi en rentrant du taf et on se dit, bon, je suis déjà arrivé, mais c'est incroyable. Enfin, c'est-à-dire qu'on se dit, et même parfois, ça fait un peu peur. Maintenant, quand je demande au départ à Maud d'aller à la même vitesse, mais avec un tout petit changement, qui est de mettre par ordre alphabétique, qu'est-ce qui se passe? Le Ah cerveau est bah, beaucoup il faut. plus... Pardon? T'as plus les mêmes réflexes, t'as plus l'automatisme. Eh ben, alors, en Et fait, tu dois c'est réfléchir. presque l'inverse. C'est qu'on a le même réflexe et l'automatisme d'aller aussi vite que d'habitude, sauf qu'on nous a demandé quelque chose de différent, et donc on se plante. Et ce qui est super intéressant en mode, c'est que tu dis, attends, 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 moi, je vais pas y arriver si je prends pas le temps de l'écrire, parce que j'ai besoin de l'écrire. Et en fait, ici, on fait appel à la deuxième vitesse de notre cerveau, qui est du coup qui a besoin d'aller lentement. À chaque fois que j'ai besoin de réfléchir, de prendre du recul, de faire un pas de côté, bref, on l'appelle comme on veut, de se dire, OK, souffler, ça veut dire quoi? Réfléchir, ça veut dire quoi? Comment est-ce que je réorganise un petit peu mon approche et ce que j'ai à faire? Mais ce qui est intéressant là-dessus, c'est de voir que le cerveau automatique se met au service de, du coup, la vitesse lente qui est le cerveau adaptatif. Parce que pour réussir à passer de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche à dimanche, jeudi, lundi, mardi, mercredi, samedi, vendredi, ben, j'ai besoin de l'écrire. Et surtout pour l'écrire, je vais m'appuyer sur l'alphabet que je connais par cœur, qui est mon cerveau automatique, que je mets au service pardon, de mon adaptatif. D'accord? Donc le clin d'œil aussi, il est là pour nous quand on est en recherche d'emploi ou quand on est déjà en poste, en RH, etc., etc. On est dans le rush, on a tendance à se mettre de la pression. La pression va vouloir faire aller encore plus vite le cerveau automatique. Et dans ces cas-là, on a besoin de souffler. Et d'ailleurs, c'est là qu'on se transforme en hamster. Il y a un écho, je ne sais pas d'où il vient. On se transforme en hamster qui s'épuise et qui court et qui court et qui court. Et je pense qu'on l'a chacune vécu. Avant de prendre nos vacances d'été, on a tendance à accélérer à fond pour terminer nos dossiers, si tant est si bien que, on arrive le soir de nos vacances, on est sur les genoux, on commence les vacances malade, on n'est pas très... Enfin, bref, et hop, et on est comme ça dans sa machine. Et je vois, Gaël, manifestement, ça te parle à la manière dont tu viens de réagir. Donc, l'idée, c'est de se dire que prenons conscience de cette notion cerveau automatique, cerveau adaptatif, et comment est-ce que, en conscience, je travaille à connaître où sont mes zones d'accélération, où sont mes zones de ralenti, de freinage, et là-dedans, à quel moment je me définis moi, pour moi, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, et comment est-ce que j'avance pour moi. D'accord? Ça, c'est absolument essentiel. Et notamment quand on est RH, on a quelque part quand même cette espèce de croyance très automatique qui fait qu'il faut que je sois au service des autres, pour les autres, tout le temps, les autres avant moi. Non. Pour pouvoir être au mieux en accompagnement des autres, comment est-ce que je fais moi d'abord pour être bien avec moi et ensuite pour pouvoir être en bonne disponibilité pour les autres. D'accord? D'ailleurs, je pense qu'on est probablement toutes, on a déjà pris l'avion. Et vous savez, c'est l'analogie du masque à oxygène. Mais à ceci près, c'est que le masque à oxygène, on nous dit de mettre le masque à oxygène en cas de dépressurisation. Donc prendre son oxygène pour soi avant d'aider ceux qui en ont besoin, mais en cas de dépressurisation, donc quand ça va mal. L'objectif ici, dans l'égoïstologie, c'est d'apprendre à mettre son masque à oxygène quand ça va bien. Et pas d'attendre que ça va mal, pas d'attendre de te dire ah, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, j'en peux plus, je fais ma to-do. Non, non, c'est comment est-ce que je remets en place les choses quand je vais bien pour continuer d'aller bien. D'accord? Ça, c'est le cœur de l'approche. Si je vous le partage rassurez-vous, j'ai assez peu de slides. Toc, toc.
ici, sur une analogie que j'aime bien, si vous voyez mon écran, et je pense que vous le voyez, imaginons que nous soyons chacune pilote Formule 1. Ça, c'est le circuit de Monza en Italie. Imaginons qu'on soit au départ du Grand Prix. Notre objectif au départ de ce Grand Prix, c'est de faire quoi? Noter, aller vite, Aller vite, ok. Dans quel objectif? C'est quoi l'objectif? gagner. C'est d'être premier pour être dans le pôle. La Exactement, c'est d'aller positionner. vite, de gagner et d'être premier. Parfait. Donc pour faire ça, spontanément, quand on est dans la ligne droite, On qu'est-ce qu'on fait? accélère. Et On qu'est-ce qu'on va avoir accélère. tendance à faire? On accélère à fond. Et ça, en général, on est plutôt bon pour savoir comment on accélère. Le truc, c'est que quand on va arriver ici dans le virage, qu'est-ce qu'on va avoir intérêt à faire? On On va freine. ralentir. Alors, ralentir, freiner, décélérer, ça va dépendre des gens. Vas-y, Gaël. Oh, je sens la technicienne automobile qui va nous reprendre. Vas-y. Alors, pour quelqu'un qui a beaucoup vécu dans les Alpes-Maritimes et qui y est monté, là où on gagne de la vitesse, c'est pas sur la ligne droite, c'est dans les virages. C'est là que généralement on gagne les autres, c'est parce qu'effectivement on arrive à prendre, on n'a pas peur du virage, on le connaît, on le maîtrise et c'est là où on va le plus vite. Pardon. Ah non, mais alors, attends, surtout, ne t'excuse pas, c'est super intéressant. C'est là où on va le plus vite parce qu'effectivement, au moment du virage, on est en accélération. Par contre, avant d'arriver, il va falloir à un moment donné qu'on sache comment décélérer, ralentir pour Ouais. effectivement savoir Et, réaccélérer. Et non, mais on surtout décélère avant réaccélérer le sur la virage. sortie de virage parce que c'est là effectivement qu'on gagne du temps. C'est vraiment la sortie de virage quand on enquille la ligne droite derrière. C'est là où on va gagner du temps. Oui, pardon, désolé, Mais ouais, j'aime bien conduire. Et sois pas désolé, et c'est hyper important. Le point, c'est qu'a priori, on n'est pas dans la même accélération dans la ligne droite que pendant le virage. Sinon, à un moment donné, Gravier. potentiellement, C'est il risque taqué. de nous arriver des bricoles. L'idée est celle-ci. Ce qui est intéressant, c'est de voir que a priori, on n'est pas pilote de Formule 1, sauf peut-être Gaël qui manifestement a l'esprit de Michel Mouton en elle, qui est une bonne technique de conduite. C'est de dire que pour nous, en fait, dans notre job de RH, c'est d'envisager notre job de RH exactement comme un circuit de Formule 1. On va avoir des moments où on va être en accélération, des moments où on va devoir être en décélération, parce que l'objectif, et c'est ce que disait Enzo Ferrari, qui est une citation que j'aime beaucoup, qui pour moi est au cœur vraiment de toute mon approche et de mes cellules, pour terminer premier, il faut premièrement terminer. Et donc, pour terminer premier, il faut premièrement terminer. Ça veut dire pour nous, chacune d'entre nous, avant de commencer à s'interroger de que vont faire les autres, que vont dire les autres, pourquoi ils vont dire, etc., déjà, quel sens ça a pour moi? Et l'objectif de l'outil que j'aimerais vous présenter là et qu'on puisse y réfléchir ensemble, c'est justement de se dire, pour chacune et chacun d'entre nous, pour chacune d'entre nous, quelle conscience j'ai de à quel moment donné je suis en ligne droite et pour pouvoir être au maximum de mon accélération et pas forcément de l'accélération de l'autre dans la ligne droite, de quelle énergie j'ai besoin et comment est-ce que je vais aller chercher cette énergie et comment est-ce que je fais pour maintenir cette énergie au bon niveau tout du long de ma journée, de ma semaine, de mon mois, de mon année, etc. De manière à ce que, encore une fois, on ne soit pas juste en mode j'attends d'être en vacances pour pouvoir récupérer, mais à l'inverse, j'arrive en vacances en étant en forme de manière à ce que je puisse en profiter. D'accord? Et donc, c'est vraiment se remettre au cœur de la machine. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Le mode automatique qui résiste, et le mode automatique, on a bien vu là tout à l'heure quand je vous demande d'aller vite avec les jours de la semaine, ça met de la pression et on n'y arrive pas. C'est exactement nous dans notre rôle de RH, où on arrive avec nos deux petits trous qui roulent bien et qui sont rondes, face à tous les autres qui disent non, on a toujours fait comme ça, c'est pas le moment, on peut pas, gna 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 gna. Et dire ok, vas-y, ça sent le vécu, Patricia. Oh, mais qu'est-ce que ça m'a agacé, ça? Ah On a ben toujours fait comme ça. j'imagine, Oh, et j'imagine. moi, dans ma tête, enfin, parce qu'on m'a toujours dit, enfin, je le disais pas, hein, mais dans ma tête, je me dis, mais en fait, c'est pas parce que tu es toujours con qu'il faut rester con, quoi. Ouais. Ben, on est bien d'accord. En tout cas, il peut y avoir une manière de faire prendre ce recul-là. Ceci étant, sur le clin d'œil, dans l'accompagnement du changement, qui est un grand mot et qu'on a déjà probablement tous et toutes dû mener, cet exercice des jours de la semaine est important et intéressant parce que à chaque fois qu'aujourd'hui vous avez un opérationnel, ou même vous avec vous-même, quand on se dit on faut aller vite et allons encore plus vite, et ben, accompagner un changement en espérant avoir le résultat du changement qui soit au moins aussi bon qu'avant le changement, c'est comme demander à quelqu'un de passer de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche à dimanche, jeudi, lundi, mardi, mercredi, samedi, vendredi, du premier coup,
sans s'entraîner, sans se tromper, sans apprendre et sans réussir à se remettre en question. Alors sur le clin d'œil encore plus, tenez-vous bien mesdames, voilà ce que ça donne le mode automatique qui résiste d'un point de vue comportement. Ariké muleros, pardon, non, pas loin. Oh. Alors lui, il peut faire ce qu'il veut, son aspirateur ne va jamais s'allumer. Ici, en cerveau automatique, et peut-être qu'on peut avoir tendance à se dire, ce gars-là, il a peut-être plus l'habitude d'allumer une tondeuse Tronçonneuse. voilà, ou une tronçonneuse qu'un aspirateur. Et c'est vachement intéressant parce que son cerveau automatique ici est probablement en train de lui dire, eh bonhomme, jusqu'à maintenant, à chaque fois que tu n'arrivais pas à allumer ta tondeuse ou ta tronçonneuse, à chaque fois que tu as bourriné, ça a fonctionné. Donc il y croit et donc il y retourne. Et on est exactement dans ce côté. J'essaye de faire toujours plus de la même chose en espérant un résultat différent. Là, évidemment, ça ne fonctionnera pas. Là, il aurait besoin, justement, dans son cerveau adaptatif, de dire, OK, manifestement, ça ne fonctionne pas. Arrête 2 secondes. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Comment je peux faire? Comment je peux faire différemment? Quelle serait la bonne stratégie? Éventuellement, demander de l'aide, un feedback, etc., etc. Et là, il se met dans son cerveau adaptatif. D'accord? Et donc l'idée, c'est de pouvoir réfléchir pour nous, parce que moi j'aime beaucoup que ce gars-là, il nous fasse marrer, parce que en général c'est toujours le cas, mais c'est de se dire, tiens, nous, chacune d'entre nous, à quel moment on est ce bonhomme dans notre quotidien. Alors peut-être pas en allumant l'aspirateur, ça j'ai aucun doute que aucune d'entre nous n'allume l'aspirateur comme lui. Euh, Maintenant, c'est de se dire, tiens, à quel moment je sens que moi, je tourne en rond? À quel moment je sens que je commence à fatiguer? Parce que je ne pense finalement qu'aux autres et que je m'oublie au détriment des autres. Et comment est-ce que ça voudrait dire quoi plutôt de se remettre au centre? Et pour ça, je vous propose qu'on réfléchisse à ce que j'ai appelé le triangle de l'égoïsme ou de l'égoïsme sain, donc RRA. Pourquoi RRA? D'abord, c'est le R pour une prise de recul. Ensuite, le R pour, en fonction de la prise de recul que je viens d'avoir, quelles sont mes ressources que j'ai à disposition pour pouvoir assumer d'être égoïste de manière saine. Et enfin, évidemment, qu'est-ce que je décide et comment est-ce que j'agis? Parce que sinon, on est dans un vœu pieux et on fait une lettre au Père Noël et on sait tous on a tous vécu qu'en général, le Père Noël ne nous ramène pas forcément tout ce qu'on veut et qu'à un moment donné, il va falloir se mettre à l'action. Donc sur la notion du recul, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ça. J'imagine que chacune d'entre nous, quand on a notre téléphone portable ou nos ordinateurs qui arrivent là, on sait quoi faire pour recharger la batterie. Voir si ça se trouve, parmi vous et parmi nous, on sait quoi faire pour éviter que la batterie en arrive là. Parce que après, c'est là, on va voir aussi les tempéraments. Il y a des personnes qui attendent 5% avant de recharger, et il y en a qui attendent dès que c'est à 20%, paf, on remet la recharge. Et on sait qu'on fait ça. OK? La question par rapport à nous, c'est quand on est là. Comment on sait qu'on est là? Comment on sent qu'on est là? Et qu'est-ce qu'on fait? Non pas uniquement pour recharger sa batterie, ça c'est le minimum. Et moi, la question que j'aime bien poser, c'est comment est-ce que je peux agir moi aussi dans mon quotidien pour maintenir sa batterie la plus haute possible. Et c'est l'idée de cette notion de la prise de recul sur le triangle de l'égoïsme sain. Pour la prise de recul, ça veut dire quoi? Ça veut dire, et je vous propose qu'on prenne quelques minutes pour y réfléchir aussi chacune, puisque probablement qu'on le sait déjà et ça peut être intéressant de le partager. Comment on peut définir son propre tableau de bord? Son tableau de bord, bah, si on reste dans une voiture, hein, tu le disais tout à l'heure, si je reste dans ton exemple, Gaël, ou là c'est un exemple de l'avion, sur un tableau de bord d'une voiture, il y a tout un tas de choses, mais il n'y a que 4 ou 5 éléments qui sont clés, qui nous permettent de visualiser comment on avance. Moi, je sais que pour moi, en général, je prends des voitures de location parce que j'en ai pas pour moi. Et à chaque fois que je monte dans une nouvelle voiture, je prends le temps de me personnaliser le tableau de bord parce que j'aime bien avoir mes propres indicateurs. L'idée, c'est de faire exactement la même chose pour nous et de réfléchir à, tiens, quels sont mes indicateurs à moi, physiques, physiologiques, d'organisation, qui me permettent de savoir à la fois comment est-ce que je sais que je vais bien quand je vais bien,
Ça, c'est l'idéal. Et en tout cas, à minima, qu'est-ce qui me permet de savoir que, tiens, là, attention, ma corde est en train de tirer un petit peu, et donc de quoi est-ce que j'ai besoin pour retrouver un niveau d'énergie qui soit le bon. D'accord? Donc l'idée, c'est de faire simple, et donc d'avoir 4 ou 5 indicateurs maximum, avec une question clé, comment je sais que je vais bien quand je vais bien? OK? Et je la pose fondamentalement comme ça parce que notre cerveau automatique nous donne la réponse facilement de moi, je sais que je vais mal quand je vais mal parce que. Ça, c'est un bon début. Et c'est pour ça qu'en cerveau adaptatif, et je vous demanderai d'y réfléchir aussi et de laisser infuser cette question après plus tard, évidemment, si elle vous intéresse, c'est de se dire, tiens, mais comment est-ce que je sais aussi moi que je vais bien quand je vais bien? Parce que l'objectif, c'est de pouvoir le déterminer, le reproduire, continuer à travailler dessus pour pouvoir le reproduire et faire en sorte que je puisse reproduire tous ces éléments-là sans attendre d'agir pour quand je vais mal. Je vous donne quelques exemples qui sont les miens et après, si vous voulez, on peut prendre quelques minutes de réflexion et ou de partage d'expérience par rapport à ça. Moi, mon tableau de bord, qui répond à comment je sais que je vais bien quand je vais bien, il ressemble à celui-ci. J'ai un degré de patience, d'impatience, notamment avec mes enfants. J'ai deux enfants de 12 et 8 ans, enfin pas que avec mes enfants d'ailleurs, avec ma femme, avec mon entourage. Sur certaines situations, quand je suis patient, je sais que je vais bien. Je sais que je suis, que je me sens bien, que je réussis à réguler mon émotion, etc. Bref, que ça va bien. Quand je sens que la même situation commence à me faire dégoupiller plus ou moins vite, je me dis, ah, attention mon gars, là, il commence à y avoir quelque chose où tu n'es pas bien, tu es en train, toi, de te perdre par rapport à quelque chose d'autre. J'ai également dans mon tableau de bord mon état de forme du matin. Mon état de forme du matin, concrètement, c'est pas forcément lié à mon sommeil, c'est comment est-ce que je me réveille le matin, est-ce que je me sens en forme ou pas. Pour moi, c'est un indicateur fondamental qui dépend de personne d'autre que de moi. Mes sensations en sport, je fais pas mal de sport et là aussi, ça me permet de savoir, tiens, quand je cours par exemple sur la même distance assez régulièrement, comment est-ce que je me sens? Est-ce que je cours plus vite, moins vite? Et au-delà de la vitesse, qu'est-ce que je sens physiologiquement? Ce que je mange. En général, quand je suis tendu, et souvent quand les personnes sont tendues, elles ne se contentent pas d'une salade de brocoli. On va grignoter davantage d'éléments sucrés, etc., etc. Et moi, je vous donne un exemple. Ce matin, à un moment donné, je me suis auto-surpris à tomber dans un morceau de pain et dans de la pâte à tartiner. Et je me suis arrêté, je me suis dit, oh là, mon JC, ça veut dire quoi là? Qu'est-ce qui... Enfin, il y a quoi derrière qui justement nécessite peut-être d'aller là? Donc ça m'a permis de poser et de me dire, OK, comment est-ce que je mets à plat et quel est mon besoin pour pouvoir me faire dire que comment je vais et surtout comment est-ce que je régule. Mon sommeil, moi je suis plutôt un gros dormeur et un gros bon dormeur, donc là aussi ma qualité de sommeil. Et j'ai même un élément sur le matin quand je me réveille, en général quand je vais très bien, je n'ai pas besoin d'avoir de réveil. Je suis quelqu'un qui se réveille jamais avec le réveil. Je me réveille toujours 10-15 minutes avant. Quand j'ai besoin du réveil, il me donne un indicateur de me dire, tiens, là, il y a un truc qui va pas. Et pareil pour mon ventre, moi, m'en parle pas mal. Du coup, en termes de niveau de digestion, ballonnement et tout, ça me donne une indication de quand tout va bien, je digère bien, quel que soit ce que je mange. Quand je commence à être un petit peu tendu, j'ai cet élément-là. Donc ça, ce sont mes indicateurs. Et encore une fois, ce sont uniquement les miens, ça ne dépend pas des autres, parce que je me remets moi au centre en termes d'énergie, et ça me dit, tiens, comment est-ce que je réussis à gérer pour moi? Mais du coup, ça a une conséquence fondamentale sur la notion des ressources qu'on va voir tout à l'heure, parce que ça veut dire que dans mon agenda, si je sens que j'ai un niveau d'énergie qui n'est pas très bon, ça va me permettre de décliner tel ou tel rendez-vous, de décliner telle ou telle action, de la recaler, etc., de manière à ce que moi, je me remette en forme pour pouvoir délivrer ce que j'ai à délivrer. Jusque-là, quelles sont vos réactions? Quels sont éventuellement votre partage d'expérience que vous pourriez partager par rapport à cette notion de voilà, comment est-ce que ça vous parle, cette notion de cette prise de recul pour identifier son tableau de bord, qui ne soit pas un indicateur pour les autres et en fonction des autres, mais de se remettre soi en fonction de soi. Comment est-ce que ça vous parle? Alors, Euh, Gaëlle? Vas-y, oui, Gaël. alors, moi j'ai un bon indicateur, enfin j'ai plusieurs indicateurs et c'est marrant parce que ça a été assez vite en fait. Bon, je suis titulaire d'un burn-out passé, donc j'ai appris aussi à me connaître.
Alors moi, il y a un truc, c'est le sommeil, les réveils nocturnes, voilà. Moi, je suis une petite dormeuse et c'est vrai que quand je vais pas bien, généralement, j'ai un réveil nocturne. À part ces derniers jours où je me suis réveillée parce que j'avais de la fièvre due à une sinusite, mais ça, c'est voilà. Mais sinon, le stress du travail, généralement, mon petit réveil autour de 3 4 heures du matin, 24 heures, ouais. et c'est très significatif. Ça va être effectivement aussi la patience, mais j'ai tendance à me réguler un peu comme tu disais, Jean-Christophe, c'est-à-dire que quand je suis pas bien, je vais me mettre sur des dossiers de fond où je vais avoir, et ça va répondre à un autre indicateur, où je vais être un peu plus en solitaire parce que je sais que je vais pas être agréable. Donc je vais me focaliser plutôt sur des dossiers de fond plutôt que sur du contact avec les collaborateurs. Ok, Un autre indicateur, mais ça, vous l'avez compris, moi, je ris beaucoup. J'ai plutôt un sens de l'humour. Et si je ne souris pas le matin, que j'ai mon sens de l'humour qui est en berne, c'est un très mauvais indicateur de ma bonne humeur, enfin, si je vais bien ou pas. ok. Hop, Le quatrième indicateur que moi j'ai trouvé, c'est effectivement ce contact avec les autres. Et ça va aussi avec ce que je disais, la patience. Si effectivement je suis pas patiente, je me mets en retrait. Je suis en posture de repli et du mal à rentrer en contact. Enfin, je ne souhaite pas parce que je vais être désagréable, donc ça sert à ok. rien. Donc, et je le fais de mode automatique. Et le dernier indicateur qui est peut-être pour moi le plus significatif et il va peut-être avec la charge mentale, c'est ma capacité à avoir des fulgurances. Voilà, quand je vais pas bien, mes fulgurances font partie de moi disparaissent de façon assez pertinente et là, c'est bon, il faut que je m'arrête. D'accord. Je Super, fonctionne assez comme ça. Voilà. Donc, super. c'est les indicateurs qui me vont à moi. Ah, top. Et c'est des super indicateurs. Merci pour ce partage. Ce que je trouve génial au-delà des indicateurs, c'est qu'en plus, tu vas déjà un pas plus loin en disant, quand je sens ça, là, je vais plutôt sur un dossier de fond parce que je m'isole et du coup, je vais pas avec les autres parce que je sais que je serai désagréable. Et ça, c'est super intéressant parce que justement, l'objectif, c'est de réussir à se dire, tiens, une fois que je sais que je suis comme ça, c'est à la fois comment est-ce que je vais me ressourcer et à la fois, du coup, quelle est la bonne action à faire dans mon état du moment. Et ça, c'est super intéressant. Je fais un clin d'œil par rapport à la notion du sommeil quand tu dis entre 3 heures et 4 heures du matin. En règle générale, quand on se réveille la nuit, c'est souvent entre 3 et 4. Est-ce que vous savez pourquoi physiologiquement? Le foie, C'est les organes qui C'est les sont. organes, les Oui, organes. absolument. c'est de la C'est la médecine combi- chinoise. Ouais, c'est la combinaison de deux organes en l'occurrence. C'est la combinaison de l'organe du foie et de la vésicule biliaire, Ouais. l'organe qui fabrique la bile, qui normalement commence à rentrer en repos vers 3 heures du matin. Et quand on est sous stress, quelle que soit la raison du stress, bah, on fabrique de la bile. Et se faire de la bile, c'est enfin, c'est parce qu'on fait face au stress. Et comme le corps, enfin comme le foie, pardon, la vésicule biliaire n'a plus suffisamment d'énergie pour fabriquer, ben, il réveille l'ensemble du corps. Et c'est pour ça qu'on a tendance à se réveiller à ce moment-là. Et 4 heures du matin, pourquoi? Parce que c'est le rôle des poumons. Et nous savons, notamment, les poumons commencent à rentrer en repos. Et quand on est sous un stress plus ou moins fort, quelle que soit la situation, et qu'on a des expressions du type je manque d'air, j'en peux plus, j'étouffe, etc., bah là, pareil, on a tendance à se réveiller en là. Donc, c'est souvent entre 3 et 4, c'est cet indicateur que, tiens, attention, on a besoin de souffler. Et d'ailleurs, je vais même encore plus loin. C'est intéressant d'avoir non pas son téléphone, mais un papier, un crayon à côté de son lit, parce qu'au moment où on se réveille en pleine nuit, souvent on mouline, et on mouline les choses qui sont en train de nous prendre la tête. Et le fait de les écrire est un très bon moyen de pouvoir, entre guillemets, les évacuer, les ancrer, et pour pouvoir se remettre à dormir. Pas juste sur le clin d'œil. Merci Gaël. Quoi d'autre comme exemple vous avez, ou éventuellement en réfléchissant, de vous dire, ah tiens, ça c'est intéressant que je puisse regarder ça, ou je prends conscience d'eux. Alors, Ben, mm, vas-y, Ouais, vas-y, vas-y. d'accord. Moi, je suis assez d'accord avec Gaëlle. Alors, je crois qu'on partage les mêmes symptômes, notamment physiques, hein, le ventre et le sommeil. Alors, moi, j'ai plus de vésicule biliaire, je l'ai cramé. ok. Donc, voilà. Moi, c'est la perte de clarté. Donc, je pense que tu parlais de fulgurance. Moi, je perds la clarté sur les dossiers. Je tourne en rond, je m'enferme dans les dossiers. Et donc là, je sais que voilà. Il faut que je prenne du recul, que je sorte la tête de l'eau et que je revoie un petit peu mes priorités pour revenir et être efficace. Moi, c'est vraiment la perte de clarté.
Au-delà de ce qu'on a déjà dit, irritabilité, tendance à me renfermer, y compris avec les équipes d'ailleurs. Et ça se voit tout de suite sur le visage. Oh, ce matin, ça va pas. Et donc, faut pas me parler, quoi. Je suis dans mon dossier, dans mes données, dans ma data et je m'enferme. Et ça, c'est pour moi, en tout cas, deux indicateurs majeurs qu'il faut que je réfléchisse et que je réorganise mes ressources. Qu'en tout cas, que je retrouve de l'énergie. C'est ça, en fait. Oui, ok. Et alors après, c'est ça qui est intéressant sur les ressources sur lesquelles je vais nous en donner quelques-unes. Et l'idée, c'est de pouvoir réfléchir à aussi chacun là-dessus et chacune de se dire, tiens, quand je vais bien, comment je continue à être en bonne forme et à faire en sorte que ça aille. Et quand je sens que ça commence à se tendre, qu'est-ce que je fais finalement pour faire le bon plein d'essence pour justement réussir à aller mieux. Et ça, encore une fois, c'est comment est-ce que je le décide. Patricia, tu voulais partager quelque chose aussi. Oui, bah alors, enfin, sans reprendre ce que Gaëlle et Alexandra ont dit, parce que je pense que le ventre, le sommeil, toi, toujours pareil. Moi, j'ai tendance à me faire les questions-réponses dans mon cerveau. J'ai l'impression que là, à ce moment-là, je suis pas toute seule. Enfin, déjà, je sais que je suis pas toute seule, ça c'est sûr. Bienvenue Mais au là, encore club. plus que d'habitude, quoi. Et je me refais les histoires. Je me refais les séances, je me refais tout. Et ça me prend vraiment la tête. Voilà. Et après, sinon, hormis bon, le fait de la patience et tout, j'ai tendance bah, parce qu'après, je m'en veux. Donc, j'ai tendance à me renfermer. Alors, même si au travail, par contre, contrairement à Gaëlle ou Alexandra, je ne le montre pas. Mais alors après, quand j'arrive dans la voiture, enfin, quand j'arrivais, parce que bon, pour l'instant, voilà, je roule un peu, je m'éloigne, je m'arrête, je pleure un bon coup. Il vaut mieux pas être le Je... cycliste qui passe à ce moment-là. Ouais, bah, ça, c'est pas grave au pire. Non, non, c'est fait attention. Mais voilà. Et puis, et là, je me refais les choses. Et après, j'ai tendance à. Je fais mon autiste à la maison après. Voilà. Ok. Et voilà. Ok. Bah, merci pour le partage. Et vous voyez, c'est super intéressant parce que là, dans la manière dont on se le dit assez en cerveau automatique, on est capable de voir quand est-ce qu'on va pas. Mm. Moi, ce que je vous invite aussi à réfléchir, à poser la question pour vous et petit à petit de vraiment trouver les réponses, c'est de voir quand est-ce que vous savez que vous allez bien. Ah, mais Quand- ça, maintenant, je le sais. Ah, top, vas-y, Patricia. Parce qu'en fait, alors, moi, enfin, j'ai fait un burn-out, mais silencieux. Je m'en suis aperçue après, en fait. D'accord, Ben, c'est mon problème de que quand je vais mal, ben, je montre toujours que je vais bien. Enfin, du moins, ce côté-là. Mais en fait, au fond, je me suis complètement effondrée. Et j'ai mis un d'accord. certain temps à réagir. Et, et d'ailleurs, Sophie m'a aidée par rapport à ça. Donc voilà, donc toujours merci, elle le sait. Et en fait, maintenant, quand je sais que je vais bien, c'est qu'en fait, je m'en fiche, mais vraiment de tout. C'est que limite, c'est pas du m'en foutisme du tout, hein, mais c'est que bah, et ni du fatalisme, hein, mais c'est bah oui, c'est comme ça, c'est la faute à personne, ou sinon c'est notre faute, et ben, la prochaine fois, il faudra réagir. J'ai une prise de hauteur, et après, où je sens que sinon, quand je sais que je vais pas bien et que je sais qu'il faut que j'aille bien, c'est que j'essaye de faire pour les autres. Et ça me permet après moi d'être bien. Voilà. D'accord. Et je sais où aller piocher. Mais honnêtement, c'est qu'en fait, quand ça arrive, je dis, bah ouais, ça arrive. C'est comme ça. Si ça doit Hmm. venir, ça doit arriver. Si ça doit se faire, ça doit se faire. Et voilà. Top. Pour le coup, là aussi, merci de ton partage et je trouve hyper intéressant parce que ça me fait penser justement au cercle de focal qu'on peut avoir. Il y a le cercle du contrôle, il y a le cercle de l'influence et le cercle, en anglais, on dit des concerns. En gros, c'est autre. Et en fait, dans les comportements, on se rend compte que les personnes qui sont les plus facilement, justement, qui pensent pas suffisamment à eux et qui sont trop autour des autres, sont tout le temps en train de penser à oui, mais l'autre, qu'est-ce qu'il va penser, qu'est-ce qu'ils vont dire, et le temps, et la... Voilà, bref, il y a tout un tas de choses qu'on ne maîtrisera jamais, quoi qu'il arrive. Et ce que tu dis, Patricia, pour le coup, est fondamental parce que c'est de se dire comment est-ce que je peux travailler à ce qui est à ma main, sur quoi est-ce que je peux contrôler, qu'est-ce que je contrôle, et ça, c'est ma focale. Ensuite, ma zone d'influence. Et je peux essayer, alors non pas d'influencer les gens directement, je ne maîtriserai jamais ce qu'ils vont dire, pas faire en fonction de ce que moi je fais ou pas. Par contre, je peux agir sur qu'est-ce que moi je vais pouvoir faire en fonction d'eux. Si je donne un exemple très concret, vous avez plusieurs fois évoqué LinkedIn tout à l'heure par rapport à la communauté et les posts de Sophie.
Bon, bah, Sophie, comme moi d'ailleurs, quand on fait un post LinkedIn, ce qui est à notre main, c'est d'écrire le post. Et ça dépend que de nous. Si on n'écrit pas le post, il ne se passe rien. Par contre, on ne maîtrisera jamais la réaction des autres. On peut écrire, ça c'est à notre main. Ce qu'on peut faire aussi, c'est travailler de manière très précise sur l'accroche, de manière à avoir la plus d'influence possible sur les gens. Mais l'influence sur les autres, on ne la maîtrisera pas. Et ce qu'on maîtrisera jamais, c'est la réaction des autres sur ce qu'on va dire ou pas dire. Ok, donc c'est vraiment cette focale de, et j'aime beaucoup dans ce que tu dis, Patricia, c'est je m'en fous, mais de manière très positive en mode attends, je me recentre ce sur quoi je contrôle, et le reste, bah, on verra bien ce qui se passe, parce que si moi je suis aligné, ça ira. Ok. Et c'est un super partage que tu fais, que tu fais là par rapport à ça. Ok. Donc je vous invite vraiment, et je nous invite vraiment aussi à, si ça nous facilite la vie de se dire je sais quand je vais mal, très bien, et donc qu'est-ce que je fais en fonction? Et petit à petit aussi de savoir répondre à la question comment je sais que je vais bien, quand je vais bien, pourquoi je vais bien, et comment est-ce que je peux le reproduire petit à petit. D'accord? Et c'est pas en fonction de la réaction des autres, c'est en fonction de moi. Ok? Ça, c'est absolument fondamental. Euh, si je continue là-dessus, tac, une fois qu'on a vu cette notion de réflexion du tableau de bord, aller sur la notion des ressources. Les ressources, alors évidemment, ça va être à chacune et à chacun de pouvoir trouver les siennes en fonction de, et tu nous en as donné un exemple, Gaël, de se dire, quand je sens que je suis tendu, ben, je fais plutôt du travail de fond où je vois grosso modo moins de personnes parce que ça va m'aider à me concentrer. Ça, c'est effectivement réussir à se comprendre et à se connaître chacun. Pour nous donner quelques ressources rapidement qui sont assez universelles. Moi, il y en a quatre sur lesquelles j'aimerais mettre une toute petite focale. Boire, ça paraît complètement idiot, mais boire. L'apéro? Non, pardon. De l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. L'apéro, ça fonctionne aussi, mais surtout de l'eau. Maintenant, cette notion de boire, très rapidement, hein, à peu près 2,5 litres ou 3 litres d'eau par jour en fonction des gens. 1 litre, c'est l'alimentation. Le reste, c'est soi-même qui devons l'amener. Quelques éléments très rapides là-dessus. Et je le dis parce que même si ça paraît évident, là aussi on a tendance tellement à penser aux autres et à penser à son job qu'on oublie soi-même comment prendre soin de son corps aussi, ne serait-ce que par l'hydratation. Boire par petites gorgées, parce que si je bois trop d'un coup et que je me vide la petite bouteille, eh ben, ça part directement aux toilettes. Quand j'ai soif, c'est déjà que je suis déshydraté. Et plutôt boire de l'eau un petit peu tiède et tempérée et idéalement éviter l'eau froide, même quand il fait très chaud. L'eau froide ne désaltère pas et pour le coup a plutôt tendance à déshydrater. Donc quelques éléments là-dessus. Au réveil, 2 verres d'eau. Ça nettoie, ça réhydrate, ça fait une douche intérieure. Le corps se sent tout de suite bien, le mental va suivre. Euh, un autre verre avant de se doucher. Ça fait baisser la pression sanguine. Un avant le repas, pour aider la digestion à venir. On évite de boire pendant les repas dans la mesure du possible, ou alors on fait comme les Asiatiques, c'est pour ça qu'en général, ils nous proposent du thé. On essaie de boire plutôt tiède pendant le repas, et pas trop chaud. Entre les repas, régulièrement. Et enfin, avant d'aller se coucher, alors ça peut être 1 heure avant d'aller se coucher, parce que si on le fait tout de suite derrière, le réveil à 3 heures du matin, il n'est pas juste parce qu'on est stressé, mais parce qu'on a envie d'aller faire pipi. Mais pour le coup, le fait de boire avant d'aller se coucher, là aussi, ça nettoie le corps et ça baisse le risque de crise cardiaque. Donc, c'est pas complètement anodin. D'accord? Donc, je ne vais pas plus loin sur cette notion de boire. En tout cas, en tous les cas, c'est vraiment d'avoir des éléments de je me force à boire régulièrement, ça me force à faire une pause. Et là aussi, ça me permet de me remettre au centre. Et c'est pas non, je le ferai plus tard, ou non, je boirai plus tard, ou non, je verrai plus tard parce que je suis speed. OK? Pour terminer premier, il faut premièrement terminer. Pour premièrement terminer, il faut aussi mettre de la bonne essence dans son moteur. Euh, Ça, c'est pour boire. Je disais s'étirer. Ce que je vous propose, c'est qu'on prenne 3 minutes pour faire ensemble un étirement de toute la zone du cou, des épaules et de l'arrière ici. Ça peut être hyper intéressant quand on est entre deux rendez-vous et qu'on sent qu'on est un peu speed de
l'ancrer sur sa respiration et de voir tout de suite le bénéfice. Donc, ce que je vous propose, tâchez de le faire aussi, enfin, pas tâchez, je vais le faire avec vous. Euh, euh, Vous prenez votre main gauche que vous passez au-dessus de votre tête, comme ça, et vous essayez, sans vous faire mal, ok? L'objectif, c'est à aucun moment donné on se fait mal, de, on appuie la tête comme si on voulait que son oreille gauche appuie sur l'épaule, ok? Et normalement, vous devez sentir l'étirement ici, là. Vous sentez l'étirement là? Pour approfondir l'étirement, à l'inspiration, vous levez l'épaule droite, et à l'expiration, vous baissez l'épaule droite, et vous sentez que l'étirement va plus loin. À l'inspiration, on relève. Et à l'expiration, et on appuie un peu plus sur la tête et on sent que l'étirement va plus en profondeur ici. Et on prend conscience que vraiment le cou s'étire de derrière l'oreille jusqu'ici au niveau de la croche de l'épaule. Vous sentez? À l'inspire, on peut monter. Et à l'expire, ok. Hop, on revient. On fait pareil de l'autre côté. Donc, je bascule. Je sens l'étirement. J'appuie ma tête. À l'inspire, je monte mon épaule. À l'expire, je baisse l'épaule et je sens que l'étirement va plus loin. À l'inspire, je monte l'épaule et à l'expire, ouais, super, Maud. Je vois d'ici que ton étirement va plus loin et que ça tire plus. Allez, une troisième fois. À l'inspire, je monte l'épaule et à l'expire, et je sens que l'étirement va plus en profondeur. Ok. Et là, déjà, vous sentez que on commence à ralentir au niveau du corps et que ça nous donne de la ressource. Maintenant, on va aller étirer devant et derrière. Alors, pour le faire devant, je vais me mettre de profil et je vous montre. L'idée, c'est à l'inspire, je mets ma tête en arrière. Alors, moi, je mets mes mains puisque j'ai un cou un peu fragile. Je mets ma tête en arrière à l'inspire et à l'expire, on fait comme le cri du loup. Je vais chercher, ma tête bascule en arrière et ça va étirer tout le long ici. OK? Donc vous pouvez, à l'inspire, on met la tête en arrière et à l'expire, on souffle, on souffle, on souffle, comme si on était un loup. Et vous sentez l'étirement qui va là dessous le menton et véritablement jusque à la base du cou, là, au niveau des os du cou qu'on a vers les clavicules. OK. Et une fois qu'on a fait ça, on peut revenir devant. Et là, on peut, pour aller étirer derrière, je mets ma main sur ma tête, j'appuie sur ma tête et je tente, mais si j'arrive pas, c'est pas grave, que mon menton vienne toucher ici sur le devant. Donc à l'inspire, ma tête se lève et à l'expire, je peux appuyer. Et là, je prends conscience que mon cou, en fait, qui s'étire, ça étire jusque quasiment au milieu des omoplates. Voilà, on peut faire un cycle de 2-3 respirations. Et quand on a fait 2-3 cycles, on peut revenir. Et une fois qu'on a fait ça, voilà, comme tu fais Maude, hop, bouger un peu les épaules. Là, on peut bouger le cou. Et là, en fait, on vient en 3 minutes d'activer le nerf vague, de mettre un peu de détente. C'est marrant, vous avez même changé de tête. Vous êtes un tout petit peu plus détendu que depuis enfin, non pas que vous étiez particulièrement tendu, mais on voit comment vous vous sentez. Juste cet exercice-là d'étirement. Qu'est-ce que vous sentez Moi, comme je trouve différence? ça fou parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de, enfin même quand on va chez le kiné ou l'ostéo, de faire des mouvements comme ça, mais le fait que tu nous aies vraiment fait attendre et rester sur chacune des quatre orientations, c'est vrai qu'on prend vraiment plus conscience de jusqu'où ça tire, entre guillemets. Et ouais, c'est très intéressant. Top. Quoi d'autre? Ça libère les tensions, j'ai l'impression. Alors, c'est pas que j'en avais pas, mais c'est mon premier oral, donc un petit peu quand même. Je trouve que ça libère les tensions, enfin, voilà.
Mais bien sûr, et en plus, ces tensions-là, elles sont importantes parce que Mm. là aussi, les expressions qu'on utilise, qu'emploie le corps humain, j'en ai plein le dos, je porte beaucoup de choses, tu évoquais la charge mentale tout à l'heure, Gaël. Enfin, tout ça, c'est des choses qu'on porte, et l'expression, ça me prend la tête et tout. Donc, toute cette zone-là, elle est en général très souvent particulièrement congestionnée. Surtout dans nos rôles de RH, on a tendance à courir partout, on porte beaucoup le curseur entre l'opérationnel, la dimension humaine, etc., qui parfois, la dimension humaine, on la cherche encore, c'est ce que tu disais, Patrick. Voilà, il y a cette notion de tout ça vient tendre là. Et là, on vient de voir que en 3 minutes, on réussit à reprendre soin de soi et se remettre au centre. Mais ce qui est essentiel dans ce que tu as dit, Maud, c'est que là, on prend, même si c'est que 3 minutes, on prend le temps de le faire. C'est-à-dire qu'en 3 cycles de respiration, avec ce qu'on nous montre jamais, c'est ce mouvement d'épaule, par exemple, à l'expire et enfin, à l'expire et à l'inspire, où justement, ça va nous permettre d'aller un peu plus en profondeur. Et là, ça nous permet de travailler sur le nerf vague et ça nous aide considérablement. Et moi, je Oui, trouve Sophie? que, ouais, moi, ça me. Pendant que je respire, j'ai l'impression que ça libère de l'énergie. Et tu vois, à 14 heures, j'ai un coaching. Et alors, j'ai de l'énergie de base, hein, mais je me suis dit, j'en ai encore plus. Et en fait, pendant que je respirais, je pensais à ce coaching et je me disais, ah, ça va être génial. Tu vois, et j'ai vraiment le sentiment que ça fait circuler quelque chose. Exactement. Et c'est super important ce que tu dis aussi, Sophie, parce que ça veut dire qu'en termes d'organisation, cette notion de comment je vais bien quand je vais bien, ou en fonction de mon énergie. Imagine, Gaël, tout à l'heure, tu disais, quand je sens que je suis tendu, je me vais sur un dossier de fond, j'ai besoin de voir personne. Sauf que si j'ai un rendez-vous avec quelqu'un que j'ai besoin de le voir et que je suis super tendu, je ne peux pas forcément toujours lui dire non, stop, je ne te vois pas. Donc ça peut me permettre, avant le rendez-vous, de me dire, OK, quelle est l'activité que je fais qui me ressemble à moi, qui va me remettre suffisamment d'énergie pour être dans la bonne énergie pour aller faire l'entretien que j'ai à faire. Ou quand je sais que je vais aller faire cet entretien, ça va peut-être me prendre de l'énergie. Et donc à la fin de cet entretien, qu'est-ce que je fais comme activité qui me ressemble, qui me permet de pouvoir me remettre en énergie. Vous voyez, au lieu d'arriver le soir, ce que tu disais Patricia, au lieu d'arriver le soir en étant tendax, en étant énervé, et que du coup ça se décharge contre la pauvre voiture qui passe à côté, contre le pauvre piéton, contre le pauvre cycliste, ou alors contre mon mari, ma femme, mes enfants, parce qu'ils y sont pour rien, mais qu'à un moment donné, il faut bien que ça décharge. L'idée, c'est vraiment de se dire comment est-ce que je régule cet élément-là tout au long de ma journée. Ok? Donc ça, c'est un étirement qui est facile. Il y en a un autre, alors on ne va pas le faire maintenant, mais vous pouvez vous renseigner, notamment pour, j'imagine, beaucoup d'entre nous qui passent pas mal de temps assis ou assises, de prendre régulièrement du temps dans votre journée pour étirer vos psoas. Allez voir sur Internet, etc., la notion vraiment d'étirer le psoas, parce que justement, ce que tu disais, Sophie, en termes de circulation d'énergie, ça va faire un bien considérable. Euh, si je... Jean-Christophe, Oui, moi je fais régulièrement et ça m'a bien aidé, notamment sur mon dernier poste, la respiration carrée. Donc en fait, dès que j'ai un pic de stress ou je sais que je vais rentrer, enfin je vais être confrontée à une situation compliquée, respiration carrée, ça régule, ça me fait descendre le stress et la pression et souvent ça, voilà, j'en ai fait presque un automatisme en fait pour du coup ouvrir la respiration et prendre, voilà, prendre de l'air et y aller un peu plus sereine quoi. et ben, c'est On un l'avait vu super dans un partage. atelier, ça. Comment? Avec Sophie, là, avec la communauté, on avait vu dans un Ah oui, atelier. d'accord, ouais. OK. Avec Et du coup, la Violaine. respiration carrée, ça parle à tout le monde? Non, pas moi. Je sais pas ce que c'est. Non? Ah si, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Oui, Ok. oui, où tu visualises, tu sais. Ah oui, ouais. Juste pour info, pour les filles qui découvrent, dans les replays sur la communauté, il y a cet atelier qui était avec Violaine Herriot, qui était sur la gestion du stress et elle a pas mal parlé de respiration, donc vous pourrez aller le voir sur la communauté. Top. D'accord. Et effectivement, cette respiration carrée, elle fonctionne très bien. Et pour le clin d'œil, cette respiration carrée, c'est la respiration qui est utilisée par les tireurs d'élite et les pilotes d'avions de chasse quand ils ont besoin d'être dans une concentration extrême. Parce que justement, d'abord, elle apaise, elle augmente le niveau de concentration et elle augmente aussi la faculté visuelle. Moi qui habite Paris, donc Montrouge, quand je fais du vélo régulièrement, avant de monter en vélo à Paris, parce que grosso modo, c'est quand même assez dangereux, je suis en respiration carrée, j'ai rien dans mes oreilles, etc., justement pour augmenter cette concentration-là. C'est un super exemple, Alexandra, que tu viens de nous partager. Oui, en plus, Euh, depuis là, j'ai l'impression que je fais que bailler. Eh Oui. ben, tu sais quoi? C'est que tu avais besoin de, détendre un petit peu. Tu vois, c'est intéressant hein, parce que moins de 3 minutes d'étirement au niveau du cou,
C'est-à-dire que ton nerf vague, et donc tu bailles, et donc c'est une bonne nouvelle. Ouais. Ben si, si, alors je ne sais pas ce que tu as cet Je vais faire la après-midi. sieste après alors. Ben, si tu peux, très bien. Maintenant, c'est là où c'est intéressant, c'est de se dire, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire aussi chacune, chacun, quand je sens que je suis en train de bailler et que j'ai besoin de remonter en énergie, là aussi en termes de ressources, est-ce que c'est aller marcher, est-ce que c'est... Ça va dépendre de chacun. Là aussi, cette notion de se connaître sur bah, comment je sais que je vais bien quand je vais bien et de quoi est-ce que j'ai besoin comme essence en fonction de l'énergie dont j'ai besoin. Tu vois, par rapport à ce que tu es en train de dire, c'est exactement ça. Du coup, parce que je suis soucieux de l'heure, toc toc toc. Rester assis, justement, on l'évoquait. Moi, je vais passer rapidement là-dessus. Juste un chiffre quand même important, parce que quand j'ai trouvé la source, j'ai trouvé ça assez dingue. 8 heures par jour assis, augmentation du risque de mort précoce de 40%. Donc, quand on dit que c'est important de bouger, c'est pas faire du sport. Ok, c'est se lever régulièrement. Moi, par exemple, là, je suis avec vous, je suis debout. J'ai un bureau debout. Et donc, c'est se dire à quel moment est-ce que je vais marcher, quelle réunion est-ce que je peux faire éventuellement en marchant, quelle pause régulière je fais dans ma journée, là aussi, pour réussir à bouger. Et c'est pas forcément faire du sport. D'accord? Parce que c'est ça, faire du sport, c'est une injonction, je trouve, de plus. C'est juste se mettre en mouvement. Par exemple, moi, je sais que dans mon mode de vie, je ne prends quasiment plus l'ascenseur ni les escaliers roulants. Je monte toujours tout à pied. Voilà. Et c'est des petites choses comme ça, encore une fois. Qu'est-ce que je fais pour décider par rapport à moi? Parce que je suis la personne qui compte le plus de mon univers et de mon environnement. S'il y a des mamans parmi vous, il y a des mamans parmi vous? Ok. Souvent, ce que je dis, et ça peut confronter, c'est est-ce que nous sommes d'accord, mesdames, pour dire que vous êtes plus importantes que vos enfants? Oui. Sophie, ça ne me surprend pas que tu dises oui. Les autres, ça vient souvent gratter un peu plus. Ouais, ça gratte, ça Ok. pique. Maintenant, pourquoi, encore une fois, dans la nature, et c'est le cœur de cette notion d'égoïstologie et d'égoïsme sain, une lionne, et nous sommes des lionnes, une lionne qui a des petits, quand elle a chassé, elle mange en premier. Pourquoi c'est fondamental qu'elle mange en premier? Si elle laisse ses petits manger avant elle, il se passe quoi potentiellement? Elle n'aura pas assez d'énergie pour continuer à chasser et pour les nourrir. Ouais. Exactement. C'est Et pour les donc, du coup, protéger, ouais. Mm. donc c'est cette idée-là. Alors, c'est pas je mange tout, mais c'est je mange suffisamment pour avoir la bonne énergie pour pouvoir continuer à chasser. Donc, je suis vraiment essentiel. Les autres ne sont que importants. D'accord? C'est vraiment cette notion-là. Gaël, je t'ai vu lever la main. Et alors moi, j'ai souvent cette expression-là, je suis importante pour mes enfants parce que si moi je les élève pas bien, ils ne paieront jamais ma maison de retraite. Voilà. J'adore. J'aime bien. J'aime bien. J'aime beaucoup. J- C'est un C'est très investissement. pragmatique. C'est un Mais investissement. clairement, mais moi Mais alors je rappelle qu'effectivement, j'ai quand même un tout petit peu des origines africaines. Si en Afrique on fait autant d'enfants, c'est parce qu'on n'a pas de retraite. Ouais, c'est Donc vrai. plus tu as d'enfants, plus tu as de chances qu'il y en ait qui survivent, et donc plus tu as des chances pour qu'ils te prennent en charge à la fin. Exactement. Et encore une fois, sur cette notion-là, on est bien sur une notion de pour que autour de moi ça aille bien, comment est-ce que je fais moi pour aller bien? C'est dans ce sens-là que ça fonctionne. L'inverse n'est pas Ça marche forcément pas. vrai. J'ai Ouais, Sophie. un truc à partager, c'est que, donc, comme tu l'as dit, moi je suis la personne la plus importante de ma vie. Et la dernière fois, mon fils, donc j'ai un fils de 12 ans, mon fils m'a dit qu'il était la personne la plus importante de sa vie. Génial. J'avais vu ton post, Sophie, j'avais trouvé ça fantastique. Et Voilà. il a 12 ans de mémoire. Ouais, il a 12 ans. Ouais, Ouais. ouais, il a Je 12 ans. trouve qu'un enfant de 12 ans ait cette maturité-là, je trouve ça génial. Pour moi, il a tout compris. C'est-à-dire que on est vraiment sur cette dimension-là. Parce que derrière, décline, qu'est-ce que je décide en fonction de ça, qui je vais voir en fonction de ça, qui je décide de ne plus voir en fonction de ça, etc., etc. Ok, donc c'est absolument essentiel. Donc c'est cette notion, encore une fois, d'exercice physique nécessaire pour compenser le risque. Et ça ne veut pas dire forcément mettre son survêt ou je sais pas quoi et aller courir. C'est juste quel mouvement je fais régulier pour me remettre au centre de moi parce que bah, je suis la personne qui compte le plus. Euh, un dernier que j'avais, tac tac, donc bouger, on vient de voir. Oui, organiser.
Organiser, on l'a un petit peu évoqué là il y a quelques minutes. Je vous donne un exemple. Moi, c'est ce que j'appelle cette notion de créer son indisponibilité stratégique. Son indisponibilité stratégique, c'est se dire, je dis non à toutes les demandes autour et je ne dis oui qu'à moi. Parce que quand on a des difficultés à dire non, et souvent quand je travaille là-dessus, c'est réfléchir sur savoir dire non, c'est savoir dire oui à autre chose. Je vais prendre un exemple très clair. Aujourd'hui, on se voit ensemble entre midi 15 et 13h45. Donc j'ai dit oui à Sophie et à chacune d'entre vous, plus à moi. Mais ça veut dire que j'ai dit non à un certain nombre de demandes que j'ai eues par ailleurs. Si j'avais dit oui à tout le monde, j'aurais été pas correct vis-à-vis de moi, pas correct vis-à-vis de Sophie, pas correct vis-à-vis de vous, pas correct vis-à-vis... Et donc, ça m'aurait pété un câble. Je sais à quoi je dis oui, et donc ça me facilite de savoir à quoi je dis non. D'accord? Et donc, c'est comment est-ce que j'organise ça? Et donc, c'est ces notions de comment est-ce que dans mon emploi du temps, si j'ai des enfants, je me dis, OK, 2 fois par semaine, à telle heure et telle heure, tel jour, je vais m'occuper de mes enfants, les chercher à l'école, etc., etc. Et c'est incompressible. Et je le communique. Je dis oui à ça, et donc je dis non à autre chose. OK. Là aussi, en termes d'organisation, je vous donnais l'exemple rapidement tout à l'heure. Euh, j'ai des rendez-vous où je sais que j'ai certaines personnes que je vais rencontrer qui vont me pomper de l'énergie parce qu'on est dans des personnalités différentes, etc. Et ben, avant de faire ce rendez-vous, en général, je prends une quinzaine de minutes où je fais une activité que je maîtrise parfaitement qui me donne de l'énergie. Comme ça, j'arrive à ce rendez-vous, je suis à bloc, le rendez-vous me prend de l'énergie et après le rendez-vous, je fais une activité qui me redonne de l'énergie. Ça veut dire quoi en termes d'organisation? Ça veut dire que je reste maître de mon agenda et que je n'enchaîne pas les réunions qui terminent à 14 heures, qui commencent à 14 heures et que donc de fait, je suis en retard à toutes. OK? Et c'est fondamental. Et là, je viens de challenger ça parce que souvent, j'ai des personnes qui disent oui, mais j'y sais, ça dépend pas de moi. Je dis, ah bah, si ça dépend pas de toi, ça dépend de qui? OK? Ça dépend de soi. La réunion, on peut l'écourter, on peut la commencer un peu plus tard. On a cette décision-là. Et ça évite d'arriver encore une fois le soir complètement éclaté ou en vacances complètement éclaté, qu'on tombe malade, etc., etc. OK? C'est absolument fondamental sur cette notion-là du mouvement et de s'organiser. Et une fois qu'on a fait cette notion-là, bah, du coup, c'est de se dire qu'est-ce que je décide, comment est-ce que j'agis pour pouvoir me remettre au cœur de moi et enfin accepter que c'est sain d'être J'ai égoïste. j'ai une astuce à partager, Jean-Christophe. Ouais, top, vas-y, vas-y. Ouais, un truc que moi je fais, que j'ai fait en début d'année, que je refais régulièrement. Je trouve que ce qui est difficile pour se mettre soi en premier, c'est souvent c'est un arbitrage. C'est soit, c'est ce que tu dis, c'est un choix entre quelqu'un ou quelque chose. Donc moi, ce que je fais, c'est que je définis mes priorités. Donc je vais dire ma priorité cette année, ça va être ma vie de famille ou mon business ou j'en sais rien, voilà, ou par trimestre. Donc quand se présente à moi, par exemple, si j'ai dit cette année ma priorité c'est ma famille, bon, etc., etc., et que se présente à moi un déj. Et on va me proposer soit un déj avec des amis, soit un déj avec ma famille. J'ai déjà choisi mes priorités, ce sera un déj avec ma famille. Et donc en fait, l'arbitrage est vraiment plus facile parce que j'ai choisi mes priorités. Et si ma priorité numéro un pendant 3 mois, c'est mon business, bah entre une sortie entre amis et être reposée parce que le lendemain j'ai un truc de boulot, bah je vais choisir le truc de boulot. Et en fait, j'ai plus cette charge mentale et ce choix un peu, tout le temps, cet arbitrage à faire qui me prend énormément. Moi, perso, ça me prend beaucoup d'énergie. Vraiment beaucoup. Et donc là, au moins, maintenant, bah, je me suis libérée de ces espèces de contraintes d'avoir toujours à choisir, choisir. Et je suis hyper au clair avec moi. C'est-à-dire que quand je dis ben, ma priorité c'est ça et donc je fais cet arbitrage-là, bah en fait, même je culpabilise pas. Je le fais Ben, pour c'est moi. ça. C'est ça. Et ça change tout parce que tu arrives à dire non facilement, Et ben voilà. sans C'est ça. culpabiliser, tu n'as plus besoin Ouais, de te justifier. c'est ça. Tu peux même reprogrammer en disant ben, pas à ce moment-là, par C'est ça. contre je te propose à ce moment-là. Donc Oui. finalement, ça te donne de la perspective Ouais. Parce que et ça ça veut pas dire change. que je vois plus jamais mes amis. Au contraire, ça veut dire que tu les vois mieux en Ouais. plus. Parce que ça évite d'être avec ses amis en culpabilisant, ah ouais, mais merde, parce que Ouais. demain, gna, 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 gna. Et pour moi, tu soulignes un élément fondamental, parce que tu évoques la notion de charge mentale qui est déjà revenue.
Alors, je sais que c'est un sujet un peu touchy, notamment quand il y a quasiment que des femmes. Et moi, c'est ce que je dis aussi à ma compagne. Alors, ça fait des étincelles. Et pour moi, c'est ce que tu viens d'évoquer aussi, Sophie, cette notion de charge mentale. Moi, je veux bien qu'on parle de la charge mentale à partir du moment où on est capable de se dire de quoi est-ce que je me décharge complètement sans revenir dessus. Parce que si jamais je me décharge de quelque chose, mais que derrière, je considère que ça n'est pas bien fait parce que c'est pas fait aussi bien que si moi je l'avais fait, c'est pas de se décharger de la charge mentale, c'est au contraire s'en rajouter. Et là aussi, on est sur cette notion de comment je craque ce code-là pour réussir petit à petit à se remettre au centre. Et donc, qu'est-ce que je peux décider par rapport à ça? Ok. Donc, ce que je vous propose, c'est que il nous reste quelques minutes justement par rapport à ces éléments-là. Comment est-ce que vous réagissez? Et déjà là, moi, j'avais l'ambition de se dire, tiens, à l'issue de notre échange, qu'au moins chacune d'entre vous reparte avec un élément de conscience de, tiens, je sais que je vais bien quand je vais bien et je sais quoi faire pour rester bien. Et donc, qu'est-ce que vous décidez en fonction de ça pour faire un premier pas vers de l'égoïsme assumé? Et donc, je vous laisse nous partager tout ça. On vous écoute, les filles, hein, maintenant. Parce que ça sera un peu comme un engagement vis-à-vis de vous-même que vous allez prendre. Ça peut être un premier petit pas. Bon, mais je vais bien démarrer. Euh, Moi, j'ai beaucoup travaillé ce sujet-là ces derniers mois. J'ai fait une formation de coaching, donc je suis coach aussi, et c'est vrai que les formations de coaching sont très très riches pour ceux qui en ont fait, sur l'apprentissage de soi d'abord, la conscience de soi. Et en fait, bon, moi, j'ai juste envie de m'engager à continuer à faire ce sur quoi j'ai pris conscience. Il y a une psy qui m'avait dit il n'y a pas si longtemps, en fait, dire non à quelqu'un, c'est se dire oui à soi-même. Et c'est aussi une façon de voir les choses. Euh, et c'est vrai que en coaching, moi, j'ai tendance à dire à mes clients, mais en fait, voilà, à partir du moment où je sors souvent cet exemple effectivement du masque dans l'avion, mais tu as tout à fait raison, Jean-Christophe, de dire que c'est quand il y a une crise. Or, en l'occurrence, il faudrait y penser en permanence à ça, à si je vais bien, ça me permet aussi à mon entourage d'aller mieux et de bénéficier aux autres. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est complètement contre nature pour les gens comme moi qui sont surempathiques et qui ont tendance à s'oublier complètement. Et c'est un vrai travail presque quotidien. Mais depuis que je le fais, mais c'est vraiment récent, hein, j'ai 44 ans et je le fais depuis peut-être un an et demi, depuis cette formation de coaching et puis les différentes thérapies que j'ai pu faire. Mais c'est vrai que ça change la vie, en fait. Je me sens beaucoup plus libre et mieux dans mes relations, en fait, tout simplement. Donc, ouais, moi, je veux juste réussir à continuer à ce truc qui est contre nature, mais qui fait en fait beaucoup de bien. Voilà, continuer dans cette optique-là. Top, merci. Et pour le coup, pour le clin d'œil, en fait, il n'est pas contre nature, hein. Il est complètement naturel. Ah ouais, Comme la lionne, où ah ouais. d'abord, et après, nous, on nous a inculqué cette espèce de truc, faut penser aux autres, les autres, les autres, les autres, les Mais c'est autres. le poids de l'éducation, en fait. Ça C'est aussi. ça, Et c'est voilà. ça, c'est ça Ouais. quand je dis naturel, mais oui, d'accord, contre Voilà. nature, je Il y a, comprends. il y a, Surtout, en plus, ça pèse beaucoup sur les femmes, Mm. hein. Ouais. et en plus, beaucoup sur les femmes, et en plus, les RH. Enfin, tu vois, tu as, effectivement beaucoup de choses. Et c'est pour ça que dans cette notion de craquer les codes, c'est de se dire, tiens, quelle compréhension je mets dans ce qu'on m'a filé. Et finalement, je me dis, ben, non, j'en veux plus parce que ça me bouffe, quoi. Et où est-ce que je mets vraiment la frontière très claire? Parce que c'est moi d'abord. C'est un vrai sujet. Merci, Maud. Quoi d'autre? Ou qui d'autre? Bon, puisque mon micro est ouvert, je vais y aller. Moi, je vais continuer en fait à être aussi alignée avec moi-même, à savoir ce que je veux, ce que je ne veux pas, et à continuer à aller vers ce futur moi qui se dessine pour dans quelques années ou plus rapidement. Enfin, j'en sais rien, mais voilà, et où je vais moi m'éclater, à continuer. Enfin, ce que je veux dans la vie, c'est continuer à m'éclater. Voilà. Donc, je Top. vais continuer à m'éclater et ça va être mon axe majeur pour jusqu'à la fin de ma vie. Et je vais continuer à apprendre parce que moi, je ne sais pas vivre sans apprendre. Et si ça plaît pas aux autres, eh bien, tant pis. Yeah. Yes. Bravo, j'adore. J'adore, j'adore. Et sur le clin d'œil,
ton futur toi, il est déjà là. Il n'y a plus qu'à lui Oui, laisser oui, un non, petit peu plus de place. c'est juste, voilà, la phase de transition, le petit, voilà. Et c'est déjà, en fait, Exactement. déjà lancé, c'est juste continuer faire grandir, à le nourrir, et il est déjà là. Et en fait, il était déjà là à ma naissance, je pense. Absolument. Top, super Gaël, bravo. J'adore. Qui d'autre Bon, souhaite partager? Ouais, Émilie. Ouais, moi, c'est mon objectif, c'est voilà, d'apprendre à faire des choses pour moi, en fait, d'être égoïste, mais je sais pas du tout le faire, en fait, j'ai toujours pensé pour les autres, que je sais pas m'acheter quelque chose et pour me faire plaisir, je sais pas, voilà, me lâcher prise pour dire, allez, on part en vacances comme ça à l'arrache, Hmm. et on laisse les enfants, je pense aux enfants tout le temps. Donc voilà, donc j'aimerais trouver un travail où je sais que je vais réussir à finalement plus être dans cet engrenage du boulot et investir plus, parce qu'au final on sait qu'on reste des pions et qu'on vit sans nous quand même aussi après. Donc voilà, faut savoir s'écouter aussi et se dire, là j'ai commencé à faire du sport là depuis le mois d'octobre, ça faisait Super. 15 ans que j'en avais pas fait, donc voilà, prendre du temps pour moi, je vais marcher, je prends, voilà, et savoir aussi que de faire en fait des choses des fois qu'on a envie. En fait, je voulais aller chez Mickey, là, Euro Disney, j'ai réservé un week-end chez Mickey. Ça y est. Ouais, génial. Génial. Mais tu vois, c'est super intéressant, Émilie, parce que là aussi, tu vois, dans le cerveau automatique, tu commences à dire, j'y arrive pas, je sais pas faire. Et finalement, assez rapidement, tu es capable de montrer qu'en fait, tu sais le faire et tu le fais déjà. Mm. Donc, je t'invite aussi à réfléchir sur, tu l'as forcément déjà fait, tu sais forcément déjà le faire. Et donc, valorise ce type d'exemple-là où tu y arrives et c'est là, quoi, tu vois. Et c'est Et en difficile challenge, de se mettre en avant. Quand on a toujours vécu pour les autres je et sais bien. pensé pour les autres, pour le bien-être de tout le monde, en fait, c'est difficile de se dire que nous aussi, on a le droit de relâcher, voilà, Absolument. d'avoir des moments pour soi, en fait. Absolument. Et je te fixerai volontiers un challenge d'ici la fin de semaine, c'est de dire non à quelque chose pour que tu dises oui à toi et que tu te fasses Mais plaisir ça, dans on me un l'a temps déjà record. fait remarquer en entretien, hein, que je savais, enfin, avec mon manager, hein, que je ne savais pas dire non et que c'est pour ça qu'il faisait exprès de m'en donner encore plus. Parce que je ne disais pas non. Euh, Alors, je vais aller là-dessus, hein. Si à chaque fois que tu prends, tu dis oui et qu'en plus, je suis convaincu que tu fais le job et que tu fais bien le job, bah, ça va jamais inciter l'autre à arrêter de t'en donner, hein. hmm. Ben, c'est le problème. Donc voilà, faut Donc, réussir comment met à gérer les priorités et à, voilà, pas dire oui, pas dire voilà, pas dire oui à tout, en fait, Hmm. pour les autres. Mais c'est là, voilà, à quoi tu dis oui à toi pour pouvoir dire non sur les autres, en piste de réflexion. Top. Bravo, Émilie. Quoi d'autre? Moi, Ben, oui. Oui, Patricia? Ben, en fait, continuer, quitte à être moins entouré, parce que c'est le cas, mais arrêter de m'effacer pour, en gros, plaire à tout le monde, et accepter, voilà, les choses. Donc un peu comme Gaël, ben, si c'est pas, ils sont pas contents, c'est la même. Donc je serai moins entourée, mais c'est pas grave, mais être seule que mal accompagnée. Donc voilà. Et puis sinon, je sais pas moi. Enfin, Bah, c'est déjà super. donc On va voilà. juste Non avoir une après, liste. voilà. Et après prioriser les choses pour lesquelles je me sens bien, partager ces moments avec ma fille. Euh, pour éviter qu'elle essayer de lui montrer le chemin pour éviter que elle fasse les mêmes erreurs que moi parce que bon elle est très altruiste donc voilà bon elle a 16 ans donc elle a encore le temps de voilà mais voilà et puis même s'il faut tourner la page de 20 ans ou 25 ans d'amitié ben c'est pas grave à un moment donné il faut que je pense à moi voilà. Superbe. Superbe, superbe. Top, Patricia. En tout cas, ça donne des belles pistes pour la suite. Euh, je fais attention au timing. Je vois qu'il est un tout petit peu passé de 14h45 et peut-être il y a des contraintes, etc. Alors, je vous invite dans cette communauté à continuer de voir avec Sophie et partager avec vous, célébrer les victoires. Quand est-ce que vous aurez réussi à dire non? Quand est-ce que vous aurez réussi à penser à vous d'abord et à pouvoir dire, ça y est, je suis une égoïste et j'adore ça, de manière saine, ok? Sophie, je compte sur toi Bien sûr. pour, euh, pour challenger tout ça.
Juste pour finir, en retour, si on peut prendre encore une minute, je suis Attends, friand de retour et juste de feedback. Avec quoi vous Jean-Christophe, repartez de notre échange? Oui, je pardon. suis désolée de te couper, mais je crois qu'Alessandra, elle était partie pour s'exprimer, non? Oui, c'est juste, excuse-moi Alessandra, j'avais pas vu. Non, Merci Sophie. non, il n'y a pas de souci. Je ne savais pas comment on faisait les émojis pour applaudir tout le monde, mais je suis d'accord avec toutes les situations. Mais c'est pas ça ce que je voulais dire. J'ai très très concrètement une situation cette semaine où je suis en inconfort. Je veux dire non, mais je ne peux pas dire non. Mais c'est une personne que je connais depuis longtemps qui m'invite à dîner. Donc voilà, j'ai pris la résolution de dire non sans me justifier. Donc Bravo. voilà, c'est de se dire je ne culpabilise pas. Je dis non parce que j'ai juste pas envie quoi. Mm. Et donc merci, c'est voilà, juste pour illustrer ce qui vient de se faire. Bravo, Eh ben, bravo. top. Bravo Alessandra. Et Euh, Anne-Alexandra, t'avais un mot à dire ou pas? Vite fait. Oui, en fait, c'est parfois le fait de dire non ou de faire des choses qui font, de se faire passer avant. Il y a aussi je trouve que c'est un travail sur du long terme parce que parfois on peut quand même continuer à se sentir coupable, même si on fait les choses. C'est un travail, Ouais. Mm. clairement. Je te laisse conclure, ouais, Jean-Christophe. je vais rebondir là-dessus parce qu'effectivement, c'est un travail. Euh, Anne-Alexandra, tu peux me donner les jours de la semaine par ordre alphabétique, s'il te plaît, le plus vite possible? Voilà, ça va être la même chose. C'est petit Mm. à petit. D'abord, ok, je prends mes notes, je me note la liste, et puis petit à petit, je fais les choses. Mais surtout, surtout, je prends le temps de célébrer le moindre pas, le moindre petit pas, la moindre victoire. Il n'y a pas de petite victoire, D'accord. la moindre avancée. Parce que sinon, il va toujours y avoir une part de ah ouais, mais j'aurais pu, ou encore je vais toujours voir le chemin qui reste à parcourir. Si je regarde pas le chemin parcouru, bah, je ne prends jamais conscience de ce que j'ai fait. Donc là-dessus, c'est vraiment de se dire, OK, cerveau automatique, il va avoir tendance à avoir la culpabilisation ou qu'est-ce qui manque. Cerveau adaptatif s'attend. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai bien fait? Peu importe le résultat, j'ai réussi à avancer là-dessus. D'accord? Donc c'est vraiment ça, petit à petit, le changement d'état d'esprit qu'il faut réussir à avoir. Et ça se travaille, effectivement, ça prend du temps. Et la clé, elle est penser à soi d'abord, véritablement. Pour finir, voilà, avec quoi vous repartez de cet échange? Qu'est-ce que vous avez apprécié en quelques mots? Et puis après, on peut conclure parce qu'il est presque -10 et je pense qu'il y a peut-être des rendez-vous à 14 heures. Moi, je Ben, retiens merci, que c'est c'était pas un très beau impossible d'être cadeau. égoïste, en fait. On peut tous l'être. Oui, Je pense qu'on peut tous le devenir. En fait, voilà, faut juste travailler un petit peu sur nous-mêmes et célébrer chaque petite victoire et voilà, retenir quand même qu'il y a des choses qu'on fait finalement sans s'en rendre compte des fois qui font quand même enfin, on se met en avant quand même par rapport à d'autres et on pense à soi. Mais voilà, c'est pas toujours évident, mais c'est pas mission impossible et voilà, faut célébrer les petites actions, en effet. top. Oui, et être Merci. égoïste n'est pas un défaut en fait. Ça dépend Mm. comment on le positionne. Exactement. Et c'est même potentiellement très sain de savoir l'être si on le formule C'est aussi ça, Mm. exactement. positivement. Top. Alessandra, tu allais te dire quelque Oui, chose? non, je voulais vous remercier. C'est un très beau cadeau d'anniversaire. Merci beaucoup. Et très pragmatique, très clair en fait. Voilà, il n'y avait pas trop de slides, donc c'est très concret. C'est presque trop court en fait. Mais merci beaucoup. Avec plaisir et bon anniversaire, du coup, Merci. Alessandra. Ouais, je vais juste rajouter quelque chose. Alessandra, très bon anniversaire. Et moi qui suis camerounaise d'origine, enfin par ma maman, au Cameroun, l'équipe nationale, les équipes nationales, c'est les Lions indomptables. Et donc je suis une Lion indomptable. Et donc je vais continuer à les chasser parce que de toute façon, je fais ça super bien. Et puis les petits boufferont après. Yeah! Et Gaël, moi je viens du Congo, hein, et ce sont des guépards, donc on fait la bonne paire. Et moi de The Côte d'Ivoire. killer! The killer! Bravo à l'éléphant. Hop. Bon, Oui, je suis une super. fanatique de football aussi. Très bien, ça me va bien. Parfait. Un mot de la fin pour quelqu'une? Ouais, moi je voudrais te remercier encore, Jean-Christophe. Merci Eh ben, beaucoup avec plaisir. pour ton intervention. Je savais que ça allait leur parler, leur faire du bien. Moi, j'arrête pas de leur dire, mais c'est bien qu'il y ait quelqu'un d'autre qui vienne leur expliquer qu'elles ont le droit d'être égoïstes. Et je pense que ça va faire son petit chemin là, dans chacune. Donc merci, c'est très généreux de ta part. Parfait. En tout cas, avec Oh, grand douce plaisir. cœur. Vraiment avec grand plaisir. Merci Sophie, beaucoup. tu Merci représentes beaucoup. l'égoïstologie de superbe manière.
Moi, je suis sur LinkedIn, donc si vous avez, voilà, on peut rester en contact, etc. Ce sera avec plaisir. Et puis, en tous les Je cas, mettrai, en fait, je vais mettre le replay dans la communauté et je mettrai le lien vers ton profil. ouais, parfait. Comme ça, il y aura plus qu'à, ça sera plus facile de te trouver. Ok, Je ferai ça, ouais. parfait. Et ben, je vous souhaite à toutes plein d'égoïstologie, plein d'égoïsme sain, et ouais, tout plein de lions indomptables. On va rester là-dessus, j'aime beaucoup. Ouais. Merci Merci beaucoup, Jean-Christophe. À Jean-Christophe. Merci bientôt. Merci Jean-Christophe, beaucoup. c'était top. Merci Bon à anniversaire, toi. Alexandra. Merci Sophie, Merci. merci. Au revoir mesdames. Au Au revoir. revoir. Au revoir.